Eh bien, bonjour à tous. Voici la suite de notre université d'automne, contrainte d'être organisée sous forme de visioconférence, comme on dit, en raison de l'absence de possibilité de se réunir en conséquence des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui brident nos libertés à la fois de déplacement et de réunion. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Amiel de Ménard, qui va intervenir sur la Covid, met en évidence l'emprise de la mondialisation néolibérale, assorti d'un petit sous-titre plein d'optimisme, sans doute, et d'espoir. Le néolibéralisme en perte de légitimité se radicalise, mais ceux qui nous dominent seront les perdants de l'histoire. Rappelons que Gilles est auteur d'un ouvrage à paraître, La reconquête démocratique face à des pouvoirs illégitimes. Il est par ailleurs rédacteur du site Le Petit Nationiste. Eh bien, Gilles, je te laisse la parole pour intervenir pendant 30 à 40 minutes maximum, et puis nous pourrons débattre ensuite. Gilles, c'est à toi. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Déjà, moi, je suis content de me retrouver là, même si c'est dans des conditions pas super, mais ces conditions-là, comme l'a dit Michel, elles ne sont pas dues à nous et elles sont dues à la situation qu'on est censé décrire et comprendre. Donc, bon, à la limite, ça fait une mise en abîme, ça tombe bien. Mais je suis content quand même d'être là parce que je me sens, pour ainsi dire, comme en famille au Pardem. Et donc, je vais pouvoir vous dire là où j'en suis de mes réflexions sur cette crise qui semble être à la fois la plus importante de la phase dans laquelle on est et la plus révélatrice de ce qu'on doit en comprendre, je pense. Alors, ce qu'on va essayer de faire. Donc, dernier petit aparté avant le début de cette réflexion. Cette, cette réflexion donc ne porte pas tellement sur la Covid, hein, mais plutôt sur la. J'ai déjà fait pas mal de vidéos qui sont toujours accessibles sur YouTube ou sur mon site, qui portent sur les éléments plus, on va dire, technico-politiques liés à cette crise. Là, il y a eu depuis beaucoup de développements, mais finalement qui ne font que faire, que développer les, les faits qui avaient été analysés dans les vidéos précédentes. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus, étant donné que j'ai d'autres choses à dire qui me semblent plus pertinentes pour compléter le tableau. Voilà, donc fin des avertissements. Maintenant, je vais plus faire donc une petite introduction sur là où on en est maintenant, et pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue institutionnel. Donc, pour moi, et sans vouloir dramatiser la situation, heu, on a clairement basculé, heu, en dehors de ce qu'on appelle de manière un peu floue, l'état de droit, ce qu'il en restait du moins, en dehors des processus démocratiques, pareil, le peu qu'il en restait, en dehors d'un cadre républicain, en dehors finalement de tout ce qui pouvait un petit peu, réfréner les ardeurs technocrates de nos classes dirigeantes. Donc là, on est rentré ouvertement dans un régime, on ne sait pas trop comment le qualifier, un régime autoritaire, ça c'est évident. Euh, Totalitaire, ça serait sans doute excessif, quand bien même d'ailleurs ce qualificatif correspondrait à quelque chose de très précis, ce qui généralement n'est pas le cas. Mais en tout cas, liberticide, autoritaire, ça c'est certain. Il faut bien voir que c'est la fin d'un cycle à bien des égards. C'est la fin également du cycle où on pouvait se demander si justement on était toujours dans un entre-deux entre
le régime de la Ve République, les restes de l'État social, le reste des processus démocratiques, et puis l'entrée dans un régime pleinement néolibéral où l'essentiel des libertés politiques ont disparu, c'est-à-dire notre capacité de peser sur les décisions publiques d'une manière électorale, syndicale, sociale. Donc ça, on savait que c'était déjà pas mal derrière nous, mais nous disposions encore des libertés individuelles et collectives à peu près classiques. C'est juste on en avait stérilisé les possibilités pour qu'elles puissent déboucher sur des changements d'orientation. Ça, c'était donc ce qu'on connaissait pour les pays qui avaient le malheur d'être dans ce qu'on appelle généreusement l'Union européenne. Donc, bon, ça, je ne fais surtout au Pardem, j'enfonce de gigantesques portes ouvertes. Mais là, cet entre-deux n'est plus un entre-deux. Nous sommes dans un régime pleinement néolibéral. Je rappelle que pour moi, pas pour moi bien sûr, mais pour moi, l'agenda néolibéral est un agenda économique si on reste les yeux dans le guidon. Si on lève un peu les yeux du guidon, on, on s'aperçoit que l'agenda est en fait presque intégralement politique. C'est-à-dire que le libre-échange sert au fait que, enfin, le principal avantage politique du libre-échange, c'est que on peut mettre en concurrence les États entre eux et l'état de leur législation. Et donc, les législations qui sont plus généreuses que les autres, plus, hein, je ne dis pas qu'elles le sont, mais plus généreuses que d'autres pays, eh bien, se trouvent pénalisées dans la concurrence commerciale généralisée. Donc, l'effet est politique en réalité, c'est-à-dire que ça fait un frein objectif extérieur à toute politique qui aurait la moindre ambition sociale ou écologique ou n'importe laquelle qui ne respecte pas celle du profit maximal pour les détenteurs d'un patrimoine financier. Pareil pour la financiarisation de l'économie et des budgets publics. Ça a pour effet qu'une stratégie industrielle ou une stratégie nationale qui inclut des objectifs économiques au service d'une collectivité nationale ne puisse pas être menée, en tout cas pas au détriment des détenteurs d'un patrimoine financier. Et alors, c'est encore plus flagrant avec la financiarisation des budgets publics, c'est-à-dire que dès qu'un gouvernement prend la moindre mesure qui déplaît au marché financier, donc aux détenteurs de ces patrimoines, eh bien, ils sont sanctionnés par l'élévation de leur taux de rachat de leurs dettes. Bon. Donc, tout ça, c'est pareil, on a déjà longuement décrit ça. Je veux juste rappeler que ces objectifs sont strictement politiques. Hein. C'est empêcher toute marge de manœuvre au gouvernement et donc par le biais de la stérilisation de la marge de manœuvre des gouvernements, évidemment, l'influence l'influence électorale des masses majoritaires qui puissent refuser telle ou telle mesure néolibérale ou pire, qui puissent imposer un changement d'orientation par rapport à ces objectifs. Alors évidemment, l'Union européenne, c'est encore pire que ces trois piliers. Bon, mais là, ce n'est pas le sujet. Donc ça, on était habitué à ça. Mais là, désormais, c'est ce qu'il nous restait de liberté publique et de liberté individuelle et de liberté tout court, presque, on pourrait dire, qui est visiblement de trop. Du moins, c'est ce qu'ont l'air d'en juger les classes dirigeantes et les classes dominantes. Alors, c'est ça qu'il faut regarder donc d'un tout petit peu plus près. Le pass sanitaire, les confinements qu'ont préparé les états d'esprit, enfin la panique généralisée a été donc instruite puis instrumentalisée par les pouvoirs publics, hein, à tous les niveaux, hein, au niveau mondial, au niveau donc
l'OMS, l'Union européenne, bien sûr, aux premières loges, les arrangements informels des grandes sociétés occidentales par le club de Davos, ce genre de choses. Tous les gouvernements occidentaux ont paniqué leur population sur une nouvelle pandémie qui était donc à surveiller de très près, mais qui semblait finalement peu dangereuse, du début jusqu'à la fin. Mais alors on n'est pas encore à la fin, mais on en est peut-être, je n'en sais rien, sans doute pas trop loin. Mais en tout cas, alors que des pouvoirs publics, dans un épisode critique, de prendre toutes les mesures qu'ils doivent prendre et de rassurer les populations pour ne pas qu'elles paniquent, on a vu donc une première historique des pouvoirs publics et des instances internationales quasiment chargées d'instruire une peur panique dans toutes les populations. Donc, cette peur panique avait un objet, un double objet. Donc, alors, là, je répète ce que j'ai déjà dit dans le. Voilà, j'avais promis de ne pas le faire, mais je le fais rapidement. Non, enfin, je le fais d'une phrase. Il y a un double objectif à tout ça. Le premier objectif, c'est un objectif que si on veut bien être un peu lucide et savoir que l'industrie, la grande industrie pharmaceutique est l'industrie sans doute la plus corruptrice avec le bâtiment pour les grosses constructions et l'armement, c'est la sainte trinité de la corruption politique hein, dans à peu près tous les pays occidentaux et d'ailleurs tous les autres pays aussi. Donc, mais l'industrie pharmaceutique est certainement sur ce podium. Elle est peut-être même, c'est difficile évidemment d'avoir des chiffres fiables là-dessus, mais si on se fie ne serait-ce qu'aux amendes, il n'y a pas de problème. Elle est même sans doute à la première place du podium. Donc, et ça ne cesse de s'agrandir, étant donné que l'importance financière des grands laboratoires pharmaceutiques ne cesse de prendre de l'ampleur. Donc, leur puissance de frappe en termes de lobbying légal et en termes de corruption illégale prend de l'ampleur. Et c'est certainement pas la Covid qui aura baissé leur puissance financière, évidemment, elle l'a fait exploser. Donc, on sait désormais que pour un politicien, pour se faire élire, il vaut mieux être ami des grands laboratoires pharmaceutiques plutôt que l'inverse. Donc, comme le plus rentable pour un laboratoire pharmaceutique, ce sont les vaccins, et encore plus des vaccins renouvelables, surtout dans le cadre d'une pandémie où c'est donc 7 milliards d'humains qui sont concernés, les profits à faire, les augmentations de la valeur de leurs actions sur les marchés ont des perspectives vertigineuses et donc il est bien évident que ça donne une capacité de corruption encore plus élevée à ces laboratoires. Hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Pfizer est le chef et le leader incontesté des infractions légales punies, des amendes publiques pour corruption, pour falsification de données, pour là, le terme m'échappe, mais on accusait, enfin tout simplement de mentir en réalité sur les propriétés ou la non-innocuité de leurs produits. Ils ont eu des milliards et des milliards d'amendes. Hein, donc évidemment, les amendes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein, la plupart passent sous les radars, mais la masse est telle que, y compris la partie émergée, est tout à fait impressionnante. Il s'agit de milliards d'amendes. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces laboratoires, enfin, à moins d'être naïf. Je dis ça parce que certains, étant donné que là, il y a des vaccins en jeu et que les vaccins déclenchent des réactions symboliques et idéologiques immédiates dans cette guerre absurde entre anti-vax et pro-vax. Si on est pro-vax, c'est qu'on est contre la raison, contre l'analyse au cas par cas. Si on est anti-vax, pareil. Enfin, certains ont des arguments rationnels dans les deux camps, mais le fait de rejeter tout vaccin par principe ou d'accepter tout vaccin par principe
est évidemment aussi absurde. C'est-à-dire on décide de débrancher son cerveau afin de juger d'un cas sans s'y intéresser, en fait, hein, c'est-à-dire en l'ayant jugé d'avance, parce que c'est un principe. Un vaccin ne peut pas être mauvais. Un vaccin est forcément mauvais. Donc là, on a débranché les neurones. Mais si on veut bien les rebrancher, c'est évidemment au cas par cas qu'on doit juger d'un produit. Bah, d'ailleurs, pas que les vaccins, hein, n'importe quelle intervention médicale, on doit la juger au cas par cas. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour ça qu'il y a des médecins, n'est-ce pas? S'il y avait des règles générales qu'on puisse appliquer de manière administrative ou idéologique au niveau des politiques de santé publique et du cas personnel de chacun, eh bien, on pourrait virer tous les médecins, on ferait des économies. C'est d'ailleurs un petit peu le plan. Et on pourrait donc exercer la médecine par ordinateur, hein, ou par algorithme, en fait, hein, c'est-à-dire avec personne derrière l'ordinateur. Donc, c'est pas le cas. Donc, si c'est pas le cas, c'est parce qu'il faut juger des situations au cas par cas. Et donc, les vaccins en question sont, sont tout à fait problématiques, mais ça, je vous renvoie aux vidéos pour ce genre d'analyse. Mais en tout cas, la panique qui a été instruite volontairement et organisée volontairement afin de faire passer le vaccin comme seule arme contre cette épidémie, ça c'est un objectif évident. Mais moi je dirais que ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, il est absolument comme le reste de l'agenda néolibéral, car de toute évidence, ces histoires de passe sanitaire et d'épidémies qui doivent paniquer tout le monde fait partie de l'agenda néolibéral et fait même partie de la dernière partie de l'agenda néolibéral. Alors pourquoi dernière partie? Eh bien parce que l'essentiel de l'agenda néolibéral est derrière nous. Il est exécuté. Il est exécuté et il est même réussi. Il s'est déployé quasiment dans sa totalité dans les pays occidentaux. C'est derrière nous. Les trois piliers sont installés. Le libre-échange généralisé, ça fait longtemps qu'il est pleinement déployé. Il lui reste encore quelques marges à gratter, mais enfin, ça devient tout à fait résiduel. La financiarisation de l'économie et des budgets publics, on ne voit pas comment on peut encore l'améliorer. On peut encore l'améliorer, l'aggraver pour nous, l'améliorer pour eux. Il reste là aussi encore quelques marges de manœuvre, mais ce n'est pas majeur. Quant à la stérilisation de tous les processus démocratiques par la gouvernance, par traité et par institutions supranationales faites pour appliquer le contenu de ces traités, c'est pareil. Je veux dire, l'essentiel est fait. L'essentiel de l'agenda néolibéral est derrière nous. Il est pleinement terminé pour l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à effectuer? Eh bien, ce n'est plus tellement la structure institutionnelle qu'il lui faut transformer dans sa nature. Tout a été dépolitisé, les processus démocratiques sont stérilisés. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, ce qu'il lui reste à faire, c'est le plus dur, je dirais. C'est-à-dire, il a fait le plus facile, transformer l'économie privée et transformer les processus politiques qui laissaient filtrer des effets démocratiques. Donc, alors, cette deuxième partie était quand même déjà plus dure que transformer l'économie privée. Il a également privatisé une bonne partie des entreprises publiques, mais ça, comme il a fait progressivement, également, c'est relativement bien passé. Et puis, les Français n'étaient pas forcément, les Français et puis les autres nations qui subissent ce genre de processus, n'étaient pas forcément prêtes à faire des révolutions parce qu'on privatisait telle ou telle entreprise publique, même et quand elles sont assez importantes. Là, il nous reste encore évidemment EDF, la SNCF, c'est déjà bien avancé, mais bon, je veux dire, c'est dans le collimateur, ça va arriver, ça va certainement être plus difficile que ce qui a déjà été fait, mais c'est pas ça que je pense. C'est-à-dire, ce qu'il reste à faire, là où il y a le plus d'argent encore à se faire pour les classes dominantes et qui n'est pas encore réalisé, c'est la privatisation de l'hôpital public,
la suppression des sécurités sociales là où elles existent encore, enfin la suppression, la privatisation au maximum des structures de sécurité sociale, tout aussi diverses soient-elles. En France, c'est particulièrement le cas. Il reste encore énormément à déconstruire. C'est-à-dire tout ce qui assure la protection des individus dans une société capitaliste développée doit être démantelé, pas tellement parce que ça, par idéologie, mais ça joue aussi, mais c'est surtout parce qu'il y a des centaines de milliards à se faire. Je parle pour la France, donc évidemment fois X dans tous les pays occidentaux. Il y a des centaines de milliards à se faire sans avoir aucun effort à faire, c'est-à-dire sans effort de recherche-développement, sans investissement à faire, sans usine à construire. Non, rien du tout. Il suffit juste de changer le statut légal de ces structures. Si vous les faites passer de public à privé, d'un coup de plume, enfin d'un coup de clavier d'ordinateur et de vote dans un parlement croupion, par un parlement croupion, que sont devenus tous les parlements, eh bien, ça passe et ça transforme radicalement le statut de ces structures et des centaines de milliards de profits qui étaient impossibles dans leur statut public devient possible. Et donc, c'est évidemment le principal de ce qui reste dans l'agenda néolibéral. C'est dans ce qu'ils ont en vue, évidemment. Ils veulent compléter leur tableau de chasse. Or, et c'est ça qu'il faut le retenir pour la situation actuelle, ils savent très bien que ça va être beaucoup plus difficile que tout le reste de l'agenda néolibéral. Finalement, il leur reste le plus dur, le noyau dur de ce qui reste à démanteler, à déconstruire, reste ce qui est le plus difficile pour les classes dominantes à déconstruire. Pourquoi? Mais parce que c'est ce à quoi les gens tiennent le plus. Ils savent très bien que si on leur retire ça, eh bien le plancher se retire de sous leurs pieds et qu'ils retournent au XIXe siècle, qu'ils n'ont plus aucune sécurité personnelle et qu'ils sont donc totalement dépendants de leurs revenus salariés. Plus rien ne vient compenser les aléas de leur vie économique. Donc, et puis d'autre part, ils sont évidemment beaucoup moins réceptifs à l'argumentaire classique néolibéral. Vous allez voir, le marché va mieux s'occuper de vous que l'État, etc. Ce genre de chanson ne prend plus. Les gens sont de plus en plus remontés depuis la crise des Gilets jaunes en France, mais de toute façon, ça se voit dans tous les pays développés. Les gens sont de plus en plus remontés face aux effets de ce genre de mesures spectaculaires néolibérales. Et donc, leur marge de manœuvre se réduit au moment même où l'ambition qu'ils doivent avoir pour continuer l'agenda néolibéral euh, euh, est de plus en plus massif, je veux dire engageant, de plus en plus difficile à réaliser. Donc, cette espèce de prise en ciseaux angoisse les classes dominantes et les classes dirigeantes à leur service. Il faut donc trouver une solution pour forcer les populations à accepter ce qu'elles ne voudront pas accepter. Pour les forcer à accepter ce genre de choses, il faut les tenir dans la main. Et les tenir dans la main de manière collective, mais ça c'est déjà bien assez réalisé, mais surtout les tenir dans la main au niveau individuel. C'est-à-dire chaque individu doit être vulnérabilisé par rapport à la puissance de frappe de tous les gouvernements occidentaux. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la situation actuelle. C'est-à-dire que cela n'a rien d'une crise sanitaire. C'est la crise du dernier volet de l'agenda néolibéral. Et c'est une crise déclenchée, une crise ad hoc en fait. C'est-à-dire qu'il fallait un prétexte pour finir de démanteler ce qu'on peut appeler l'état de droit. J'aime pas tellement cette expression, l'état de droit, mais ce n'est pas le moment là de l'examiner à la loupe. Donc, pour faire vite, on l'appellera l'état de droit, c'est-à-dire les garanties constitutionnelles et les garanties juridiques et légales qui interdisent au gouvernement de faire tout et n'importe quoi au niveau des libertés individuelles. Donc, pour faire court. Hein. Donc, ça, le processus, là aussi, était lancé depuis longtemps. Je ne sais pas quand même si un petit peu de mémoire presque immédiate, parce que ce n'est pas très loin.
depuis 2015, depuis les attentats, bon, ça c'est pour la France, mais en fait, on a constaté ça de la même manière ailleurs, au gré de l'actualité. Pour les États-Unis, par exemple, c'est vieux, c'est depuis 2002. Après 2001 et après l'écroulement des Twin Towers, je veux dire, l'état de droit a également volé un éclat aux États-Unis. Les libertés individuelles ont pu être en très grande partie supprimées ou contrôlées. Enfin, c'est un peu la même chose. Euh, euh, Grâce à, à la mise en scène idéologique des attentats. Donc, et un récit collectif qui essaye de nous faire croire que nous vivons dans une menace permanente de premier ordre, c'est-à-dire qui menace la survie des gens continuellement, ce qui fait que il faut prendre des mesures exceptionnelles, donc qui outrepassent l'état de droit et l'état normal des institutions publiques pour les faire rentrer dans un état d'exception qui se révèle toujours permanent. C'est-à-dire que comme la menace n'est jamais supprimée, eh bien, on peut faire perdurer l'état d'exception ad vitam aeternam. Donc ce processus date du début des années 2000. Alors pour la France, c'est spectaculaire depuis 2015, enfin depuis 2016, depuis novembre 2016, où on a fait passer l'état d'urgence dans les lois, et que donc l'état d'exception est rentré dans les lois qui s'appliquent en permanence. Après, donc, il y a eu la Covid. Alors, la Covid a été un fantastique prétexte à renouveler en permanence et de manière indéfinie, c'est ce qu'a dit Castex là récemment, c'est-à-dire qu'il se refusait à donner un calendrier pour l'arrêt du pass sanitaire, etc. etc. Évidemment, beaucoup de ces états d'exception, de ces états d'urgence passent dans les lois. Le Conseil constitutionnel, vous savez, on devrait marquer au fronton du Conseil constitutionnel, gravé dans le marbre, si on a besoin de rien, on peut compter sur nous. Là, ça, bon, on le savait, surtout les gens du Pardem depuis 92. Le Conseil constitutionnel a avalisé le fait qu'on pouvait démanteler la souveraineté nationale sur la base d'une volonté des parlementaires. Et puis, on l'a vu depuis à de multiples reprises, le Conseil constitutionnel ne défend pas la Constitution, ni les libertés publiques, ni la souveraineté, ni le peuple français. Il défend les classes dirigeantes en place pour essayer de leur ménager le plus de marge de manœuvre, même quand il s'assoit sur les constitutions, sur les principes de base qui légitiment leur régime, etc. Donc là-dessus, on peut compter sur le Conseil constitutionnel. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut pas. Donc là, il continue à faire volatiliser en éclats tous les principes de base des libertés publiques sans que ça le décoiffe d'un seul cheveu. Donc tout ça continue. Ne croyez pas que ça soit temporaire, hein. En tout cas, c'est pensé comme quelque chose de structurel. Et ne pensez pas non plus que si les histoires de virus très dangereux qui menacent la vie de toute la population, qu'on n'a jamais vu ça, que c'est l'épidémie la plus grave du siècle ou du même en incluant le XXe siècle. Donc, c'est etc., qui sont, si on était un petit peu froid et si on n'était pas trop vulnérable à la propagande de guerre qu'il y a depuis 2 ans, enfin, on devrait quand même s'apercevoir que si c'est ça une épidémie mortelle de toute première grandeur, alors on se demande ce qu'était la grippe espagnole, voire même la grippe de Hong Kong, et sans parler de la peste noire. Enfin bon, donc on en est évidemment très, très, très loin, tout en sachant en plus qu'on ne peut rigoureusement pas faire confiance aux chiffres officiels, pas par paranoïa ou par au complotisme, mais tout simplement parce que c'est l'objet d'une communication publique qui est censée valider ou invalider, confirmer ou infirmer les dires d'un gouvernement qui a un agenda visiblement qui est de paniquer les populations. Donc évidemment, dans ce cadre-là,
les chiffres publics, bon, mais même les chiffres publics sont en contradiction avec tout ce que nous disent nos gouvernements. Donc, et quand bien même, tous les chiffres sont manipulés pour. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément faux, les chiffres, hein, c'est juste ils sont construits de telle manière qu'ils puissent valider au maximum le récit officiel qui est fait de ces événements. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que ce virus paraisse comme le danger public numéro un. Tous les autres sujets doivent être annexes, parce que sinon, on n'arrive pas à justifier un état d'urgence, qu'on veut structurel. Donc, évidemment, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais ça va s'épuiser. Mais je vous rassure tout de suite, quand ça va s'épuiser, quand le grand récit du Covid va commencer un petit peu à partir en saucisse, il y en aura un autre qui va supplanter les attentats, puis maintenant la Covid, et ensuite, alors ensuite quoi? Alors je vous fiche mon billet, alors je ne suis pas le seul à relever cette potentialité. C'est évidemment, on n'est pas personne n'est Madame Irma, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais enfin, il y a tant de signes qui nous indiquent que ça va être le prochain récit collectif pour valider des états d'urgence ou la quasi-équivalence d'états d'urgence qui iront plus loin dans le contrôle des populations et de chaque individu. C'est celui de la punition écologique qui se prépare, c'est-à-dire le danger de disparition de l'humanité. Et donc, face à un tel danger, évidemment, toutes les structures démocratiques doivent s'incliner. L'urgence et l'ampleur du danger font que tout le monde va devoir accepter des mesures qui ne seront plus débattues publiquement et qui ne seront plus contrôlées par des garde-fous constitutionnels, légaux, parlementaires, etc. Donc, on verra bien ce qui se passera. Je pense, moi personnellement, que c'est ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, on est encore dans le scénario Covid. Donc, je passe à ce que je voulais vous dire. Là, ça fait une demi-heure, donc je vais essayer de vous dire ce que je voulais dire en 10 minutes. Ce qui se passe, donc, c'est que nos classes dominantes ont tout gagné dans les pays occidentaux. Ils ont toutes les structures qu'ils avaient installées dans le néolibéralisme, c'était pour s'affranchir de tout contre-pouvoir en face d'eux. Contre-pouvoir syndical, politique, électoral, social, économique, international. Ils devaient pouvoir s'affranchir de tout contre-pouvoir. Ça a marché. Ils n'ont plus de contre-pouvoir effectif. Les médias sont tous rachetés, enfin les médias privés sont tous rachetés, les médias publics sont tous contrôlés de manière très très serrée, plus qu'auparavant, plus que sous De Gaulle, hein, avec le RTF. Hein. Ils sont entièrement contrôlés donc par les gouvernements et les classes dominantes qui font élire les gens, puisque maintenant c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc ces contre-pouvoirs, il n'y a plus de contre-pouvoir en fait. Ils se sont donc habitués à ce qu'il y ait personne en face. Alors ça, c'est, entre parenthèses, c'est dangereux pour elles en fait, hein, parce que ça leur interdit à ces classes dominantes d'avoir tout effet de réel. C'est-à-dire tout retour de gens qui sont. Ils n'ont plus du RSS à l'extérieur, ils n'ont plus de processus démocratique à l'intérieur et de contre-pouvoir. Donc en fait, leur désir, ils se sont habitués à ce que ça devienne une réalité instituée. Hein. Tout ce qu'ils veulent, ils l'obtiennent. Ça, c'est pas. Alors déjà, ça infantilise, hein, c'est-à-dire qu'on régresse à un stade infantile avant même l'âge de raison, hein, où on pense que notre désir, c'est une réalité, que tout nous est dû, qu'on refuse de toute médiation entre l'objet de son désir et son désir. Donc, c'est la situation collective, sociologique de nos classes dominantes actuelles, en fait. Hein. Donc, elles ont régressé avant l'âge de raison. Ce n'est pas une condition idéale, en fait, pour réfléchir de manière efficace et sereine à ce qu'il faut faire ou pas faire en fonction même de leurs propres intérêts. Hein. Mais en tout cas, c'est leur situation. Donc, elles ont tout gagné chez nous. Chez nous, parce que dans le reste du monde, est-ce que les classes dominantes occidentales restent tranquillement dominantes au sein
du monde entier cette fois-ci, pas que du monde occidental. Bah, vous savez tous que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la Chine est en train de, de menacer le leadership américain, enfin américain, celui des États-Unis, parce qu'il y a une Amérique du Sud, une Amérique du Nord et il y a un Canada. Donc les États-Unis n'ont plus, enfin en tout cas sont tout à fait menacés dans leur domination économique et même géostratégique. Mais ça, c'est la situation actuelle. Mais la dynamique de ces processus fait que, inévitablement, la Chine va devenir plus puissante économiquement et géostratégiquement que les États-Unis. Ils le savent. Euh, En plus, la Russie, au niveau militaire, également s'affranchit du leadership états-unien. Donc, ça nous fait comprendre que nous non plus, on ne doit pas avoir trop la tête dans notre guidon. C'est-à-dire, on se fait de plus en plus, voire intégralement, dominer, pour les raisons qu'on vient de voir, en fait, dominé intégralement par nos classes dominantes. Et donc, on pourrait penser qu'elles deviennent toutes puissantes tout court, un peu comme elles pensent qu'elles sont désormais devenues toutes puissantes. Et ce n'est pas le cas, en fait. Elles sont en train d'être les perdantes de la compétition internationale entre classes dominantes ou entre nations ou entre blocs occidentaux et blocs non occidentaux. Elles sont en train de perdre cette bataille et de la perdre pour une raison structurelle. Et c'est ça que je voudrais expliquer donc en 5 minutes maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'une société est puissante? Donc là, je ne parle pas de classe dominante ou de... Non, une société en fait, dans son ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'une société est puissante? Ce n'est pas qu'elle ait de l'argent. L'Arabie saoudite, elle a beaucoup d'argent puisqu'elle est assise sur un énorme territoire blindé de pétrole. Bon, donc, comme enfin, la vente du pétrole lui assure une rente pétrolière en dollars gigantesque. Est-ce que pour autant l'Arabie saoudite est puissante? Bien, elle l'est grâce à cette manne, mais elle l'est très peu en réalité. Je veux dire, on peut tout à fait comparer la puissance de l'Arabie saoudite avec la puissance de la Corée du Sud, qui elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante économiquement, assez puissante pour être relativement autonome. L'Arabie saoudite est peu autonome en fait. Elle a besoin de capacités techniques qui ne lui appartiennent pas, elle a besoin d'une capacité opérationnelle qui ne lui appartient pas, elle n'a pas d'économie qui lui soit propre, elle n'a pas de main-d'œuvre intérieure suffisante, elle n'a rien en fait, sauf des dollars. Elle n'a que des dollars. Ce n'est pas des dollars ou n'importe quelle monnaie qui fait qu'une société est puissante. Là, je demande un peu de mobiliser dans notre bon sens en fait. Hein. La puissance d'une société, c'est sa capacité à faire des choses. Alors, ça paraît un peu stupide de parler comme ça, ou je veux dire, simplé, mais je vous demande de vous attarder, là on n'a pas le temps, mais de vous attarder un petit peu, je ne sais pas moi, chez vous, 5 minutes là-dessus. Être puissant, c'est la capacité de faire des choses. Et donc, les sociétés les plus puissantes sont celles qui sont le plus capables de faire des choses au niveau matériel. Hein. Elles peuvent réaliser plus de choses que les autres, au niveau matériel. Pas parce qu'elles ont des dollars. Hein. Les dollars ne permettent pas à l'Arabie saoudite de fabriquer tout et n'importe quoi. Elle l'achète en fait. Mais être condamné à acheter quelque chose, ça veut dire qu'on est impuissant pour les fabriquer. Et alors, qu'est-ce qui rend une société puissante, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui rend capable de faire beaucoup de choses matériellement? Eh bien, c'est principalement l'industrie, les activités industrielles. Alors, les activités industrielles, ce n'est pas que l'industrie, évidemment, c'est tous les services qui vont avec et les conditions de possibilité qui la rendent possible, le niveau d'éducation de la population, les investissements en recherche-développement, les grandes structures publiques, bon, les réseaux de communication, etc., et les investissements industriels, bien sûr. Mais c'est également des tas d'autres facteurs, c'est-à-dire le contrôle des frontières extérieures au niveau commercial pour protéger les industries quand elles sont naissantes, mais également quand elles sont fragilisées pour X ou Y raison par rapport au contexte international.
les matières premières et garantir le fait de les acheter à un prix non exorbitant, donc s'organiser à l'inverse de ce qu'on fait là actuellement, par exemple, puisque la hausse des coûts de l'énergie est entièrement due à la configuration institutionnelle dans laquelle on s'est mis, dans laquelle l'Union européenne nous a mis plutôt, donc puisque l'énergie devient un marché, alors qu'avant c'était une production protégée des effets de marché, etc., etc. Donc c'est ça qui rend une société puissante. Or, depuis les années 90, enfin depuis les années 60 et 70, mais de manière hystérique et surtout structurelle et massive depuis les années 90, nous nous sommes désindustrialisés. Toutes les sociétés occidentales, hein, États-Unis et même Allemagne compris, c'est-à-dire que l'Allemagne était beaucoup plus industrialisée il y a 40 ans. C'est évidemment, les niveaux relatifs restent, c'est-à-dire que l'Allemagne est pas mal plus industrialisée que nous et les autres pays, mais je veux dire, elle s'est elle-même désindustrialisée. Donc, tous les pays occidentaux se sont désindustrialisés. Or, l'industrie, c'est là où il y a des rendements croissants. Là, c'est pareil. La notion de base de rendement croissant doit être comprise, en fait. Plus on met d'heures de travail et plus on met d'investissement dans une activité industrielle donnée, plus les rendements vont croître. C'est l'inverse, par exemple, en agriculture. Les rendements sont décroissants, c'est-à-dire au fur et à mesure, au début, ils sont croissants fortement, et puis au fur et à mesure qu'on continue de mettre du travail et de l'argent d'investissement dans les activités agricoles, eh bien, le rendement baisse, décroît. C'est l'inverse dans l'industrie. Donc, c'est ce qui explique la puissance de toutes les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales sont devenues puissantes parce que ce sont les sociétés qui se sont industrialisées. Et l'industrie, c'est le corps nucléaire des rendements croissants. Donc, plus les décennies passaient, plus les sociétés occidentales étaient capables de faire plus de choses au niveau matériel par rapport à ceux qui ne s'industrialisaient pas. Donc c'est comme ça qu'ils ont une économie puissante et c'est comme ça qu'ils sont devenus puissants tout court. Donc leur capacité d'action s'est démultipliée et continue de croître au fur et à mesure qu'ils s'industrialisaient. Depuis qu'ils se sont désindustrialisés, leur capacité de faire diminue. La Chine a récupéré l'industrie, l'essentiel en tout cas, évidemment, on parle dans les grandes largeurs, et donc depuis, elle est devenue de plus en plus puissante. Et les sociétés occidentales de moins en moins puissantes. Et là, je ne parle pas de dollars, hein. Ce n'est pas une question de PIB, là, hein. C'est une question de capacité de faire. Par exemple, la Russie, elle s'est donné les moyens, des capacités de faire au niveau militaire, eh bien, elle préserve son autonomie et donc sa puissance de faire à un niveau très stratégique, à un niveau militaire. Alors qu'elle a un PIB comparable je ne sais pas, moi, je ne voudrais pas dire de bêtises, à l'Italie ou bon. Donc, elle a un PIB assez faible. Bref, donc c'est pas une question d'argent, c'est une question de capacité de faire et d'industrie et de rendement croissant. Donc, nos classes dominantes qui nous dominent de plus en plus perdent de plus en plus au niveau général et nous entraînent dans leur chute. Avec en plus le problème, qui est leur problème, du fait de réaliser la fin de leur agenda et donc leur nécessité de tenir de manière de plus en plus autoritaire et serrée chaque individu qui constitue les sociétés qu'elles dominent, eh bien là, on a un scénario explosif. Il faut bien comprendre que ce scénario est explosif. Et la dernière chose à comprendre, et ça en sera fini parce que ça va faire 45 minutes, donc il était prévu que je ne parle qu'une demi-heure, et on se doutait que ça allait durer 3/4 d'heure, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc il faut bien comprendre donc que cette situation fait qu'une composition entre les deux parties, entre nous et les classes dominantes, entre la majorité des peuples qui font partie des sociétés occidentales et leurs classes dominantes et leurs classes dirigeantes à leur service, eh bien, on a franchi le Rubicon. C'est-à-dire qu'on a franchi l'endroit où on pouvait encore composer entre nous. C'est-à-dire un rapport de force un tant soit peu équilibré, asymétrique bien sûr, sinon les classes dominantes ne seraient pas dominantes. Hein. Ce rapport de force était asymétrique, mais il était là.
Et donc, on pouvait avoir des terrains de négociation, on pouvait obtenir des choses, etc. Il pouvait y avoir des allers-retours. Bon. Là, c'est plus possible, étant donné que les sociétés dominantes, les classes dominantes, ont nettoyé le terrain au niveau institutionnel. Elles n'ont plus personne avec qui composer. Quant à nous, c'est pareil. On devient la menace qui pèse désormais sur nous est telle et d'une telle gravité. Nos libertés, notre santé, notre capacité même de nous déplacer, de nous réunir, etc., de travailler, est menacée en son cœur, même bientôt de pouvoir payer, hein, parce que bon, en 2025, il est prévu de passer aux monnaies électroniques, ce qui fait qu'on peut vous débrancher si vous n'avez pas le bon goût de participer au récit collectif du moment. Donc, les enjeux sont de telle taille et la situation est tellement exacerbée qu'il n'y a plus de compromis possible. Et cette situation-là, plus le fait que nos classes dominantes, devenues stupides parce que incapables d'avoir accès au réel, qui n'ont plus les pieds sur terre, et qui ont devant elles un agenda extrêmement difficile à réaliser, voire impossible, eh bien tout cela, ça hystérise la situation et on est dans une situation de pré-guerre civile. Alors je ne voudrais pas non plus être trop alarmiste, et puis ce n'est peut-être pas du tout ce qui va arriver. Mais je parle des conditions objectives dans lesquelles on est en train de se plonger, de nous plonger. On est en train de nous y plonger. Et il faut y prendre garde parce que il faut désormais agir vite. Nous devons accélérer, nous aussi, l'organisation des forces qui veulent résister à ce genre de rouleau compresseur qui est déjà là et encore plus devant nous. Voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation. Merci Gilles pour cette intervention qui ouvre des perspectives tout en nous mettant au pied du mur, si j'ai bien compris. Et donc, on va passer maintenant aux questions et commentaires de ceux qui participent en direct à cette séance de l'Université d'automne du Pardem. Alors, il y a des mains qui se sont levées. J'ai Michel d'abord, Michel F. Vas-y Michel. Salut Gilles, bonjour à tous. Je voulais revenir sur la première partie de ton intervention lorsque tu nous as dit que la phase ultime du néolibéralisme était de s'attaquer au système social, puisqu'il représentait une manne très conséquente. Tu n'es pas sans te rappeler qu'à l'automne dernier, notre ministre de la Santé a lancé un projet qui, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, où il avait comme objectif de supprimer les complémentaires santé pour, disait-il, mettre en place une sécurité sociale forte, homogène, etc. Donc, je voulais avoir ton avis sur ce qui se trame derrière ça. Est-ce que c'est dans le prolongement de ce que tu nous expliquais, et comment cela va-t-il se passer si d'un côté on supprime les complémentaires santé et que l'on arrive à une grande sécurité sociale, comme il disait? Est-ce que ça ne serait pas la possibilité dans un second temps de faire plus facilement main basse sur ce système de santé, de protection sociale? Voilà. J'ai bien peur bah, merci pour ta question, mais j'ai bien peur que je vais pas, non, je maîtrise pas assez le dossier. J'ai vu comme toi cette annonce. De toute façon, elle s'inscrit dans un mouvement plus général, qui est lequel d'ailleurs? C'est de simplifier un petit peu le millefeuille des innombrables contre-réformes qui ont fragmenté toutes les structures, toutes les institutions sociales issues de l'après-guerre,
et en les mélangeant avec des procédures privées, en les articulant plutôt avec des structures privées et puis, en les compliquant énormément. Donc les simplifier pour pouvoir après, en fait, les privatiser plus massivement ou l'équivalent, parce qu'il y a des tas de manières en réalité de faire, surgir des possibilités de profit, sur ces terrains-là, par les assurances ou que sais-je. Donc ça, non, précisément comment ils vont s'y prendre et quel est le calendrier, je n'en ai aucune idée. Évidemment que c'est sur la table et que dans les tuyaux, il y a toute une série, de mesures, qui sont prévues. Ça doit même s'accélérer, hein. Non, c'est tout ce que tu vois, ce que je te réponds, c'est des immenses généralités dont tu es au courant aussi toi-même et de toute façon, je pense que là, cette réflexion, elle était là pour avoir un tableau d'ensemble de la situation dans laquelle on est et de la perspective qui s'annonce devant nous. Ce tableau d'ensemble, il est évident, quelles que soient les mesures précises, qui s'appliqueront, il est évident que c'est le Oui. principal, du gâteau. Finir de déconstruire le droit du travail, ça c'est déjà très bien avancé, mais surtout, détruire l'hôpital public. On a vu d'ailleurs à quel point, l'hôpital public était Mmh. et les structures de santé publique étaient dans le collimateur pendant la crise du Covid, hein, et Non, c'est y vrai. compris pour les démanteler, hein, alors même que le discours était qu'il fallait les sauver ou qu'il fallait les préserver de la menace d'engorgement. Donc, Et on c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire le démantèlement de l'hôpital public, mais pas que de l'hôpital, de toutes les structures de santé publique. Moi, je voudrais m'en tenir à cette généralité parce que, sinon, on se noie dans 1000 dossiers on se noie, ils sont tous importants ces dossiers, il faut les suivre. Mais pour avoir l'essentiel du tableau en tête, non, au contraire, il faut s'en décoller et comprendre, ce qui est en jeu. alors, avant de donner la parole à Maurice, je rappelle que les intervenants, ceux qui veulent prendre la parole, ouvrent leur caméra, s'il vous plaît. Donc, c'est maintenant à Maurice d'intervenir dès qu'il aura ouvert sa caméra. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, je rappelle sur la question de la protection sociale que la réforme des retraites est déjà en cours, hein, et qu'elle a été ralentie par la guillemets crise du Covid, et que la crise guillemets du Covid permet une chose extraordinaire, c'est d'avoir embourbé les comptes de l'assurance maladie d'une manière épouvantable, comme les comptes de la caisse d'allocation familiale, hein, puisqu'il y a beaucoup de prise en charge par le biais de la caisse d'allocation familiale, et que le système va être englué, il est déjà englué par la dette, et que cette dette, en fait, elle n'appartient pas à l'État, elle appartient aux structures de protection sociale, et que on peut imaginer que l'État sera appelé au secours, entre guillemets, de ces structures, et qu'il y verra une aubaine pour prendre la main dans une situation intermédiaire qui lui permettra ensuite d'ouvrir à la privatisation. C'est une supposition, mais j'ai peur qu'elle ne soit valable. Voilà, eh bien, Maurice a ouvert sa caméra, donc je me tais. À toi, Maurice. Oui, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, ce n'est pas une question, ce serait plutôt du commentaire, et du commentaire qui va tout à fait dans le même sens que la réflexion de Gilles. D'abord, je voudrais rappeler que nous avions eu un exposé d'un magistrat, Serge Portelli, à Luc-en-Diois, qui nous avait fait un exposé sur le gouvernement par la peur. Et donc, je vois que nous y sommes toujours, que Gilles vient de le décrire à nouveau. Là, je voudrais apporter ma petite façon de voir les choses. Le gouvernement par la peur, il peut avoir deux aspects. Il y a deux façons de faire peur. On peut faire peur par rapport à des événements extérieurs et on peut faire peur, pour le gouvernement, par une attitude menaçante.
par des menaces. Donc là, il y a les deux aspects. Actuellement, la classe dominante utilise les circonstances extérieures telles que la crise prétendue sanitaire. Ça consiste à crier au loup alors qu'il n'y a pas de loup, mais c'est prétexte à pratiquer l'autoritarisme. On peut rappeler, moi en tant qu'ancien marin, d'eau douce mais marin quand même, il y a une directive qui est bien connue dans la marine britannique, qui est qu'en cas de tempête, il faut mener l'équipage et le bateau de plus en plus sévèrement. Bon, je ne vous le dis pas en anglais, mais ce n'est pas important. Et donc, il faut s'attendre à ce que la classe dominante le fasse. Gilles vient de nous dire que l'agenda néolibéral se poursuit, qu'il est presque au bout, qu'il arrive à sa phase critique. La phase critique, eh bien là, la classe dominante va être obligée de pratiquer la peur, de semer la peur en montrant le bâton. Et donc là, il faut se rappeler ce qui s'est passé au Chili. Vous savez, moi, quand on me parle du 11 septembre, je pense toujours au 11 septembre 1973 et pas au 11 septembre 2001, je crois. Et heureusement, bon, les élections au Chili, pour le moment, ont évité le retour de la tendance Pinochet, mais la tendance Pinochet, elle est toujours là, elle est bien vivante, et elle est vivante en France également. Et je ne vous dis pas comment elle s'appelle, vous le savez très bien. Ce sont les héritiers directs du fascisme français et de tous ceux qui ont pratiqué la collaboration avec le nazisme. Ils sont toujours là. Donc, le danger, il est là, et nous ne sommes pas organisés pour, pas suffisamment. Donc, Gilles l'a dit, c'est l'organisation qu'il faut poursuivre, c'est ça qui manque. Et je voudrais en plus rappeler le dernier texte de Samir Amin, qui avait porté l'attention sur le caractère indispensable de créer une internationale du monde du travail. Voilà, j'ai terminé. Je suis pleinement d'accord avec ton commentaire, Maurice. Je mettrai juste un petit bémol sur la manière dont ils vont s'y prendre. C'est-à-dire que visiblement, ce qui nous attend, ce n'est pas un retour des dictatures pures et dures, c'est-à-dire des dictatures sanguinaires, c'est-à-dire des dictatures qui peuvent déployer directement la force pour intimider l'opposition. C'est-à-dire que quand on peut aller vous chercher, vous et votre famille, une milice paramilitaire peut vous zigouiller, vous et votre famille, à partir du moment où vous menacez le pouvoir, ou tout simplement vous inscrivez pas dans son ordre. C'est pas ça qui nous attend. Et d'ailleurs, enfin, je pense que ce n'est pas ça qui nous attend dans les pays occidentaux. Et s'ils le faisaient d'ailleurs, ce serait une erreur de leur part. Non, ce qui nous attend, c'est plutôt l'accentuation de ce que nous sommes déjà en train de vivre. Et ce qui leur a permis de déployer cette possibilité, de se dire qu'ils peuvent le faire, c'est la numérisation croissante de nos structures sociales. C'est ça qui aura constitué la tentation de l'autoritarisme global. C'est-à-dire que désormais, notre vie sociale est médiée et donc possiblement filtrée et contrôlée entièrement de manière numérique. C'est-à-dire que désormais, nos déplacements, nos paiements, le fait de pouvoir utiliser une structure de transport, de pouvoir acheter des choses, c'est pour ça que si tout le monde se met à acheter sur Internet, ça les intéresse en fait, hein, parce que du coup, vos achats sont contrôlables de manière centralisée. Et on peut faire du big data avec, c'est-à-dire on peut savoir tout ce que vous faites et on peut éventuellement couper le robinet sur toutes vos actions sociales principales. Mais pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut achever la numérisation de la vie sociale. Et c'est en cours et de manière accélérée. Et la Covid aura également servi à ça. Accélérer la numérisation de la vie sociale pour la rendre
contrôlable, c'est-à-dire savoir ce que vous faites et éventuellement vous interdire de faire ce que vous faites, vous interdire de manière discrétionnaire, sans même avoir à parler avec vous ou que sais-je, on vous débranche. Voilà. Désormais, pour communiquer, vous n'avez plus vraiment le droit de vous déplacer librement et vous le faites par des réseaux sociaux. Bon, on peut vous débrancher le réseau social, on peut vous débrancher la possibilité de vous déplacer, on peut tout vous débrancher. Bientôt, on pourra vous débrancher vos sources de revenus. Et bientôt, vous ne pourrez plus rien acheter qui ne soit pas sous une forme numérique, etc. etc. Tout doit passer par des téléphones portables, la 5G doit passer partout. Donc, toutes les applications on peut les tracer et les déconnecter. C'est ça qui nous attend. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que on n'a pas une dictature sanglante. On sait très bien que ça ne dure pas longtemps, pas assez longtemps. Je veux dire, si Franco, ça a duré très longtemps, c'est justement parce qu'il s'était un peu calmé les hormones au niveau de la violence. Sinon, il n'aurait pas tenu autant de décennies. Il y en avait qui continuaient de pouvoir se faire zigouiller, mais c'était tout à fait résiduel, c'était pour l'exemple. Alors qu'au début du franquisme, attention, ça rigolait pas. C'était massif. Mais sinon, toutes les autres dictatures sanglantes sont toutes temporaires. Là, ils essayent d'imaginer une société pérenne, une société viable pour des décennies et des décennies. Ça ne marchera pas. Hein. Moi, je ne suis pas en train de raconter que ça va marcher, leur truc. Hein. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Donc voilà, je voulais juste rappeler que les exemples du passé qu'on a en tête, c'est très utile pour comprendre ce que sont capables de faire des classes dominantes quand elles pensent que c'est dans leur intérêt, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Mais ce qu'ils vont faire n'est pas forcément la répétition exacte de ce qu'ils ont déjà fait. Et je pense que ce qui est en cours, c'est plutôt ce que je viens de décrire. Ouais. Michel, tu as demandé la parole, secrétariat Pardem. C'était juste pour répondre à Maurice, justement, je crois que l'erreur, c'est de dire que les héritiers de Pinochet, ce sont l'extrême droite française. Les héritiers de Pinochet, c'est Macron, parce que Pinochet, bien sûr, il y a tout à fait, hélas, de violence, mais ce qu'il a mis en place, c'est quand même tous les Golden Boys de Friedman qui sont venus là et là, qui ont mis en place sur un pays cette structure néolibérale. Et je crois que le danger, il est là. Et Macron, on a joué en 2017 et tout le monde tombe dans le piège. Le danger, ce n'est pas l'extrême droite. Le danger, c'est les mecs qui sont au pouvoir actuellement. Tout à fait, mais tu l'as bien dit aussi de cette manière différente, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que le danger n'est pas devant nous, il est là, il est en place, en fait. Ce sont ceux qui ont le pouvoir actuellement qui sont les plus dangereux. Entre parenthèses, je vous rappelle que Emmanuel Todd l'avait dit juste avant l'élection d'Emmanuel Macron. On peut lui reconnaître ça. C'est-à-dire que c'était cette émission-là qui n'est pas géniale, qui analyse de manière critique les émissions de télévision, là, le nom m'échappe. Mais il avait, parlant de l'élection à venir, et il voyait bien que Macron allait être élu, et on lui parlait du danger de l'extrême droite, il disait « mais c'est pas l'extrême droite là qui me fait peur là ». C'est pas un ami du Front National hein, et du Rassemblement National, Emmanuel Todd. Hein, mais ce qui lui faisait peur, c'était Macron. Il disait « moi, le coup d'État, j'ai peur que ce soit Macron qui le fasse ». On peut lui reconnaître ça. Alors que ceux qui étaient en face de lui, ils disaient « mais qu'est-ce que vous racontez ?» Enfin, ça semblait absolument n'importe quoi que de dire ça. Il disait « non, non, si les classes dominantes arrivent à mettre au pouvoir directement leurs marionnettes, leurs banquiers, elles n'auront plus elles se croiront absolument tout permis. » Un petit peu ce que... Alors lui, il n'argumentait pas, mais c'est un petit peu... On aurait pu argumenter avec ce que j'ai dit en début d'exposé. Oui, elles se sentent tout permis. Elles ont mis une pure marionnette à la tête de l'État et elles n'ont pas de limite. Et la mise en place de ce régime autoritaire est liberticide. C'est eux qui le font. C'est les Macron qui le font. C'est pas l'extrême droite. Donc, le danger vient de là, en fait. Le danger le plus aigu et qui nous pend au nez, il vient de là. Il est déjà là. Il est déjà installé. Il a déjà toutes les manettes. Il est au pouvoir.
Et c'est pareil dans les autres pays occidentaux, en fait, hein. C'est Joe Biden qui est dangereux, etc., etc. Donc, non, non, c'est pas devant nous et c'est pas l'extrême droite. Non, non, c'est les gens qui sont au pouvoir. Merci. Joël a demandé la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, c'est la Macronie qui est aux commandes et c'est par elle que tout arrive parce que euh, euh, quand on regarde bien en 2 ans finalement, 2 ans donc de Covid qui a été le prétexte, comme disait Gilles, on est entré dans un monde où il y a les bons et les mauvais citoyens, où la morale finalement remplace le droit, où les devoirs précèdent les droits, ce qui est la première fois hein, dans la République, selon Macron. L'ordre il a suivi le respect de l'ordre et la condition de la liberté. La France est devenue une vaste prison à ciel ouvert pendant les confinements. L'État est devenu policier. L'état d'exception, comme disait Gilles, est devenu permanent. La démocratie est vidée de son contenu et de son sens. On le voit bien pour ceux qui ont la chance, le bonheur ou la patience, je ne sais comment dire, mais c'est très intéressant, c'est de suivre les débats sur LCP, par exemple, les débats qu'il y a eu à l'Assemblée et au Sénat pour le vote du pass vaccinal, d'ailleurs qui n'a rien à voir évidemment avec la santé publique. La citoyenneté indivisible, qui est le fondement de la République, elle a été remise en cause par Macron lui-même, hein, puisqu'il y a 2 catégories de citoyens, il en fait 2 catégories de citoyens. Bref, en 2 ans, la liberté que tout le monde réclame à corps et à cri hein, est devenue quelque chose d'accessoire, de secondaire. Euh, voire peut-être, comme dirait Gilles, quelque chose de suspect, dangereux. Et ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est pendant la période du confinement, par exemple, quelle a été l'attitude des gens moi, j'ai pas connu la guerre et Vichy, mais mes parents l'ont connu, évidemment. Eh ben, il y avait les corbeaux, les délateurs, la méfiance généralisée, la police omniprésente. Eh bien, on est dans la même configuration. Je dis pas qu'on est dans la période de Vichy. Je dis que ça ressemble furieusement quand même euh, à la période de Vichy, sur le plan du comportement des gens d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, qu'a fait la gauche? Parce que ça aussi c'est intéressant. Euh, la gauche, la gauche s'est assise sur la liberté. Aujourd'hui, qui défend, du moins en apparence, hein, évidemment, la liberté, c'est la droite, l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle les populistes, c'est Philippot qui est le premier à organiser des manifestations contre le pass sanitaire et non pas contre la vaccination. Bref, pour faire très court, l'extrême droite euh, la gauche a laissé la droite et l'extrême droite le combat pour les libertés. Elle a abandonné ce combat-là, euh, euh, alors même que l'extrême droite veut en finir avec l'état de droit. Mais enfin, aujourd'hui, celle qui porte visiblement le combat, on va dire, c'est l'extrême droite. C'est quand même une aversion euh, des normes qui est importante. Je voulais savoir ce que Gilles pensait de ça. Ouais, je fais le même constat, mon bon Joël. C'est-à-dire que il m'étonne pas d'ailleurs ce constat. D'ailleurs, il t'étonne pas non plus. Non. Mais ça nous montre à quel point que même quand les choses deviennent sérieuses, en fait, parce que là, il faut bien qu'on se le dise quand même. Il faut être ni trop alarmiste, ni catastrophiste, ni que sais-je. Mais il faut quand même être un peu lucide. On arrive là à un point où les masques tombent, où les gens se déboutonnent. Pas les gens, je veux dire, le pouvoir se déboutonne, où l'agenda devient limpide,
et où la menace devient réelle. Hein. On est en train de perdre nos libertés. Ça n'a rien d'une crise. Encore une fois, je rappelle que ça fait déjà 7 ans qu'on est en état d'urgence. 7 ans, hein. Et que là, l'état d'urgence, au lieu de s'amender ou de se républicaniser, si on peut dire, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on accélère, même de manière spectaculaire, les privations de liberté et le contrôle de la population, et qu'on l'inscrit dans la loi. Vous verrez que ça sera pareil. Il y aura le moment novembre 2016, vous vous souvenez, novembre 2016, donc après les attentats de 2015, on faisait rentrer dans la loi l'état d'urgence. Bon, nous aurons notre novembre 2022 ou 2023, c'est certain, hein, c'est écrit, hein, c'est-à-dire qu'une partie des privations de liberté publique, à l'occasion des passes sanitaires et compagnie, va rentrer dans la loi. Notre gouvernement n'arrête pas de dire qu'il faudra vivre avec le virus, donc c'est-à-dire vivre avec la menace, c'est-à-dire vivre avec l'état d'urgence. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand un Macron nous dit « j'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout », il faut retenir la fin de la phrase. Jusqu'au bout. Et donc créer des non-citoyens. Il le dit aussi dans son interview aux Parisiens. Quand on fait un mésusage de sa liberté, eh bien, donc on n'est plus un citoyen. Et voilà, si on n'est plus un citoyen, ben, on n'a plus aucun droit. Hein. On n'a plus que des devoirs. Donc ça crée un apartheid sanitaire, mais sanitaire étant que le prétexte, ça crée surtout, ça stigmatise les opposants en leur enlevant leur liberté publique, individuelle et collective, et ça donne un appareil administratif capable de séparer en deux la population, ceux qui suivent, ceux qui ne suivent pas, et de débrancher toutes les capacités d'être en société pour ceux qui n'en sont pas. Si vous croyez que ça va se limiter aux problèmes sanitaires, c'est que vous êtes bien naïf. Donc, d'ailleurs, je ne pense pas que beaucoup soient naïfs de ce point de vue-là. Donc, non, la gauche, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse par rapport à ça? Alors, elle dit, si, on peut quand même reconnaître à la France insoumise d'être contre le pass sanitaire, mais déjà, c'est des gens qui sont d'accord pour mettre en premier la solution vaccinale comme solution à la crise, ce qui n'a pas de sens au niveau sanitaire, ce qui fait que ça laisse la porte ouverte à ceux qui critiquent le récit collectif, parce que le plus dangereux dans cette situation monopolitique on n'a pas accès, en tant que citoyen, on n'a pas accès à la réalité, hein, comme n'importe qui d'ailleurs, pas en tant que citoyen, comme n'importe quel individu, on n'a pas un accès direct à la réalité. On vit dans des sociétés et dans un monde qui est complexe à décrypter. Donc, pour le comprendre et pour comprendre ce qui se passe, on est obligé de s'en remettre à des effets d'autorité, parce qu'on ne peut pas reconstruire, on ne peut pas devenir économiste, juriste, médecin, scientifique, journaliste pour suivre tous les dossiers, internationaliste, je veux dire, enfin internationaliste dans le sens spécialiste de l'actualité internationale. On peut essayer d'être un honnête homme et faire un petit peu tout ça, mais évidemment c'est ridicule. Donc on n'a pas accès directement aux faits, on est bien obligé de s'en remettre aux effets d'autorité. Quand tous ces effets d'autorité ont été captés par un tout petit groupe qui n'est intéressé qu'à mettre en avant ses propres intérêts, eh bien, on n'a plus accès au réel, au récit un petit peu objectivé et pluriel, où on pourrait se faire un peu une idée soi-même avec un peu d'indépendance d'esprit. Quand tous les médias publics et privés sont au service d'un récit collectif intéressé et totalement orienté, le gouvernement, les instances publiques nationales et internationales de santé et autres, on n'a plus accès à la réalité. Hein, c'est simple. Ou alors, il faut se remonter les manches, laisser tomber son boulot et faire ça 24 heures sur 24. Certains le font d'ailleurs, hein, ils deviennent un peu fous en faisant ça. Mais ce n'est pas réaliste, on ne peut pas faire ça. Donc, ils savent qu'ils ont tous les moyens de construire un récit collectif
qui produisent des effets de réel dans la population. On se dit, ah ben non, tout de même, si, c'est très dangereux, tout de même, il faut faire quelque chose, tout de même, le vaccin, c'est nécessaire, c'est utile, etc. Parce que voilà, c'est du lavage de cerveau et surtout, on n'a pas accès à d'autres sources d'informations fiables et qu'on nous garantisse qu'elles soient fiables, hein, parce qu'on a besoin de ça pour se fier à des effets d'autorité. Il faut qu'on nous garantisse que le récit officiel qu'on nous fait est viable, est valable, ne serait-ce qu'un temps soit peu, est relié de manière pas trop indirecte à la réalité. Donc, le premier boulot d'un parti d'opposition, c'est pour ça que je parle de la France insoumise en fait, le premier boulot d'un parti d'opposition, c'est de dire attention, eux, c'est une structure collective, ils ont donc des gens qui s'y connaissent en droit, en médecine, il y a des scientifiques, il y a des... Donc, c'est de jeter sous les feux d'une analyse critique le récit officiel qui nous est fait des événements qui sont en train de se dérouler. Donc, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont avalisé le fait qu'il fallait confiner, que la situation était historiquement dangereuse, que le vaccin était une solution progressiste et c'était les Lumières réalisées en plein XXIe siècle, c'est-à-dire absolument n'importe quoi. Et quand même, quand on supprime toutes les libertés publiques, ils ne sont pas contents parce qu'ils savent également que ça, de toute façon, que ça jugule l'opposition. Donc, est-ce que c'est sérieux de procéder comme ça? Non, ils se sont décrédibilisés parce que les gens qui sont sortis du récit, parce que par expérience personnelle, par méfiance, parce qu'ils étaient déjà bon, voilà, il y a des facteurs qui expliquent que les gens n'achètent plus le récit collectif, voire même ne l'ont pas acheté dès le départ. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, c'est à eux qu'il fallait s'adresser. Et ceux qui sont sortis du récit, ben, il faut se crédibiliser par rapport à eux. Donc, ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils ont dit non, ils ont avalisé l'essentiel du récit collectif gouvernemental et celui des classes dominantes. Et après, quand il s'agit de supprimer les libertés publiques, là, ils disent non. Mais c'est trop tard, c'est l'ensemble du paquet. C'est-à-dire, qui c'est qui est crédible? C'est Philippot, puisque Philippot, dès le départ, il a dit mais non, les confinements, ça ne sert à rien, c'est contre-productif, mais non, etc. Je veux dire, sur chaque dossier, il était là. Bon, ben, du coup, les gens le suivent. En plus, lui, il se mobilise. Il se mobilise, c'est-à-dire qu'il organise des manifestations. Est-ce que la France insoumise organise des manifestations pour, je veux dire, pour alerter les gens sur les effets secondaires, les chiffres officiels manipulés, sur l'inutilité des confinements? Non, la France insoumise ne fait rien. Elle se réveille que quand elle est menacée elle-même, en fait. Donc elle s'est décrédibilisée, mais l'ensemble de la gauche, même le reste de la gauche, évidemment, c'est pire, puisqu'ils achètent tout. Donc, non, c'est pas sérieux, mais comme c'est pas sérieux depuis les années 70, si vous voulez, on commence à être habitué. Et c'est pas pour rien que le Pardem est sorti du conflit binaire gauche-droite, puisque si conflit binaire il y est, ce n'est pas sur cette frontière désormais que passe le rapport de force entre la majorité de la population, celle qui n'a que son travail pour subsister, et l'autre partie de la population qui peut compter sur une puissance sociale pour s'en sortir et dominer les autres. Bon, ben, cette frontière ne passe plus du tout entre la gauche et la droite, et ça se voit sur chaque dossier majeur, mais comme les dossiers deviennent de plus en plus majeurs, vu l'accélération de l'agenda néolibéral, et que les enjeux grimpent, hein, l'importance des enjeux grimpe, eh bien, le côté dérisoire du conflit gauche-droite éclate devant nos yeux. Enfin, c'est dire que ces gens-là ne sont pas à la hauteur historique de la situation, c'est un euphémisme. Merci Gilles. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je n'ai pas de petite main qui se lève. Non. Bon, bien. Est-ce que je peux rajouter une toute petite chose pour... Vas-y, tu peux faire une conclusion si tu veux. Hein. Alors, ce n'est pas une véritable conclusion, c'est une note plus optimiste. Hein. D'abord parce que je reste un optimiste indécrottable. Je n'ai jamais été aussi pessimiste à court terme. Hein. Mais je veux dire, c'est pas... Je n'exagère pas que moi je commence à avoir peur en fait, hein, et pas du virus. Hein. Donc il y a, je ressens vraiment de plus en plus l'urgence de
de s'organiser. Hein. Et que ça, on va avoir chaud aux fesses hein, là, dans les années à venir. Mais sur le long terme, voire même le moyen terme, je reste optimiste. Alors déjà pour la France, ça reste un pays composite, hein, c'est-à-dire pas homogène, instable et difficile à contrôler longtemps. Donc au fur et à mesure que ces verrous vont se resserrer et que les gens vont prendre conscience que ce n'était pas des dispositifs exceptionnels, mais que ce sont des dispositifs voués à devenir structurels, eh bien, vous savez, il y a des retours de bâton quand on est fasciné par les situations exceptionnelles. On a du mal à analyser de manière rationnelle ce qui se passe quand il y a des choses exceptionnelles qui se passent. C'est-à-dire ça redistribue un peu les cartes et temporairement, on perd un peu nos repères. Les repères reviennent, la raison revient quand on comprend qu'on est dans une situation non plus exceptionnelle, mais devenue structurelle. Donc là, ils sont en train de manger leur pain blanc, en fait, hein, dans cette histoire. Le pain noir, c'est devant, non seulement à cause de l'énormité de l'agenda qu'ils veulent réaliser dans le confort du renouvellement institutionnel qu'ils sont en train de faire, hein, c'est-à-dire de contrôle total de la population individu par individu. Déjà, juste en disant ça, on comprend que ce projet n'est pas raisonnable, y compris pour eux, quoi. Je veux dire, ils sont déjà en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis au niveau international, c'est-à-dire qu'ils organisent leur impuissance, et au niveau intérieur, pour parfaire leur agenda, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils voient un gâteau sous leurs mains, ils ont totalement désappris à ne pas se précipiter sur le gâteau immédiatement. Donc, et ils sont en train, du coup, pour pouvoir consommer ce gâteau, de mettre au maximum le feu sous la cocotte minute qui n'a pas le petit machin là pour dégager la vapeur. Donc, ils sont en train de faire bouillir leur volcan, quoi. Donc, ils sont doublement en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Je suis totalement persuadé que ce plan délirant, hein, ces objectifs délirants ne sont pas tenables, ne vont pas fonctionner, et ça va leur péter à la gueule comme une vieille pétoire. Mais, alors, entre-temps, nous allons déguster, ça c'est sûr. Mais ça ne marchera pas et ça ne tiendra pas. Et particulièrement en France, ça ne va pas passer. Donc voilà, c'était pour finir quand même sur une note un petit peu plus optimiste. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre au sérieux le scénario actuel. Il faut le prendre au sérieux. Parce que tout est fait pour qu'on ne puisse plus agir, hein, collectivement. Quand on va nous débrancher tout notre... Là, on parle par Zoom, hein. Vous avez remarqué qu'on n'était pas dans une réunion physique, hein. Donc, ça va compliquer hein, tout. Hein. L'organisation pour exercer un contre-pouvoir à la hauteur des dangers qui sont en train d'être construits contre nous, ça va devenir plus difficile. Hein. Là, on est condamné aux ordi et au téléphone portable. C'est justement ce qu'on peut débrancher. Et c'est justement ce qu'on peut utiliser pour nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Mais on va y arriver. Et eux vont perdre. De toute façon, eux, même si on n'arrivait pas à s'organiser, ils perdraient. Ce qui serait bien, c'est qu'on ne perde pas avec eux. Et que dans leur chute et dans les retours de boomerang qu'ils vont subir de par l'excès délirant des mesures qu'ils sont en train de mettre en place, eh bien, il n'y ait pas trop de dégâts, en fait. Déjà, ne serait-ce que ça serait pas mal. Mais pour ça, il faut prendre au sérieux ce qui est en train de se passer. Voilà, j'en ai fini. Merci pour cette séance pleine de leçons à méditer, en tout cas de réflexions à poursuivre. Et puis, merci à ceux qui ont participé. Cette vidéo sera diffusée dans les prochaines semaines qui viennent par le Pardem, que vous pouvez retrouver à pardem.org, évidemment, puisque les vidéos seront aussi sur le site du Pardem. Merci à toi, Gilles. Et merci pour l'invitation. À très bientôt.